Nick Aswad, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez Thales à La Défense. Vous êtes bienvenue. Comment est-ce qu'on en vient à devenir directrice de Thales Avionics ? On commence comme ingénieur, et puis si on a quelques qualités, on devient manager. Je suis devenue directeur général de la filiale d'Honeywell Aerospace en France en 2000. J'en suis partie en 2003 pour rejoindre Zodiac, où j'ai eu des postes de directeur général dans 3 branches du groupe Zodiac, la branche service, la branche système et puis la branche cabine. Ensuite, je suis devenue directeur général de la société Latécoère à Toulouse. Et enfin, en 2020, Patrice Ken m'a fait l'honneur de me proposer le poste de directeur général adjoint de Thales Avionics. Voilà comment on arrive chez Thales Avionics, après de longues années à la fois de technique et puis de management général, mais en étant toujours passionné par l'avion, ce qu'on y met dedans. En plus, je suis pilote, donc j'ai la prétention de connaître bien l'avion. Voilà. Alors, on va venir un petit peu sur votre, je ne vais pas appeler ça un plaidoyer, mais presque, sur le papier que vous avez écrit sur la dimension environnementale et les efforts qui sont en train d'être réalisés. Très clairement, l'aviation fait beaucoup d'efforts, elle est néanmoins très attaquée, d'une manière que je trouve disproportionnée, et beaucoup accusent l'aviation d'avoir déjà optimisé tout ce qui est faisable et que finalement ça va stagner à ce niveau d'efficacité qu'on a atteint aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra faire mieux ? Alors, la réponse, bien entendu, c'est oui, on pourra faire mieux et bien mieux. D'abord, il y a l'engagement qu'a pris l'ensemble de la communauté aéronautique mondiale de limiter à moins 50% les émissions à l'horizon de 2050 par rapport à 2005. Et la semaine dernière, vous avez dû le voir, vous aviez d'être à net zéro en 2050. Donc, aller encore plus loin que ce qui a été initialement prévu. Mais je reviens là-dessus parce que l'engagement de l'aéronautique ne date pas de la crise du Covid. Il y a probablement eu une prise de conscience un petit peu avant, mais surtout avec la crise du Covid, de l'importance de moins émettre pour faire que le réchauffement soit limité, le réchauffement de la planète soit limité. Donc c'est pas un engagement qui est récent, c'est un point important. Et l'aéronautique a toujours fait des efforts pour réduire ses émissions. Alors il se trouve que précédemment c'était plus un calcul économique, sachant que une compagnie aérienne, elle a des coûts de carburant qui sont relativement importants en général dans sa base de coûts. En fonction qu'on ait une low cost ou pas une low cost, ça va de 20 à 30-35%. Mais clairement, au début, les efforts étaient moins d'émissions parce que moins de consommation et moins de coûts. Et encore avant, on voulait être économe pour aller très loin, pour traverser l'Atlantique en un seul mois. Absolument. Encore avant, il fallait donner de la distance parcourue aux avions, et comme les réservoirs n'ont pas une capacité infinie, bien entendu, on réduisait, mais ça c'est plutôt les années 50-70, et puis post-70, c'est plutôt la réduction de la consommation liée au coût, et maintenant liée effectivement aux émissions. Donc, juste pour donner les ordres de grandeur, entre 70 et maintenant, par passager, kilomètre parcouru, on est à une division par 8 quand même de la consommation. Bon, ceci étant, on a toujours été rattrapé par la croissance du trafic. Donc en valeur absolue, on a toujours plus émis. Pour aujourd'hui, être à peu près à 2,5-3% des émissions mondiales. Mais non, ça ne va pas s'arrêter là. Et il y a plein de choses qu'on peut faire dès maintenant, et je crois que c'est là-dessus sur lequel j'ai beaucoup insisté. Quand je dis dès maintenant, c'est dans cette décennie. On a beaucoup parlé de ce qu'Airbus a dit sur l'avion à hydrogène, mais il faut pas rêver, on n'aura pas un avion à hydrogène qui transporte 200 passagers demain matin. Par contre, demain matin, on peut faire quelque chose. Et il y a 3 choses qu'on peut faire. Alors, oui. Quels sont ces leviers ? Il y a 3 leviers majeurs. Un, le remplacement des flottes. On estime que remplacer l'ensemble de la flotte, ce qui est bien sûr pas possible, réduirait de 20 à 25% des émissions d'un seul coup. Ceci étant, avec la crise, on a parqué 7000 avions. Si on estime que le trafic récupère son niveau de 2019 en 2025, il faudra remettre ces 7000 avions en service. Plutôt que de les remettre en service, puisque c'est en général les plus vieux, les plus consommateurs qu'on a arrêtés,
remplaçons-les à cet horizon-là, et à cet horizon-là, on gagne déjà 8%. Il y a parmi eux de très vieux avions. Les MD-80, toutes ces Voilà, choses-là. les MD-80. Et là, c'est moins 50% d'un seul coup qu'on fait sur cet avion-là de réduction d'émissions. Et ça concerne beaucoup les moyens courriers qui sont ceux qui vont revoler les plus vite également. Vous venez de citer le MD-80, typiquement. Ce type d'avion pourrait être remplacé et sera certainement remplacé d'ailleurs. Je n'imagine pas une compagnie aérienne dans l'ambiance d'aujourd'hui qui remet en vol un MD-80. Le deuxième levier, bien entendu, c'est les substituts du kérosène. Les substituts d'abord verts à partir de la biomasse du kérosène, puis ce qu'on appelle le power to liquid, qui est former un kérosène synthétique à partir d'atomes de carbone qu'on va prendre en captant du CO2 dans l'atmosphère, et puis des atomes d'hydrogène qu'il faut bien sûr produire de manière verte, puisque si on les produit comme aujourd'hui, l'hydrogène mondial est essentiellement produit à partir de produits pétroliers et donc émet. Donc il faut faire du cracking de l'eau à partir de sources d'énergie vertes. Du coup, ces deux étapes, le carburant alternatif durable à partir de jus poubelle, pour faire simple. Absolument. Et ensuite, on capte le CO2 atmosphérique pour en refaire du carburant. Exactement. Okay. Et bon, il y a quelques petits inconvénients quand même sur lesquels il faut encore faire un petit peu de recherche et de développement. Vous y travaillez ? Oui, absolument. Et l'ensemble de l'industrie travaille. On ne peut pas mettre aujourd'hui 100% de SAF, Sustainable Aviation Fuel, dans un moteur pour des raisons essentiellement de lubrification, puisque dans ces carburants synthétiques, il y a moins d'éléments qui aident à lubrifier les pièces mécaniques qui tournent en particulier, mais c'est quand même immédiatement disponible. Et d'ailleurs, maintenant, l'ensemble des motoristes disent que leurs moteurs sont certifiés pour fonctionner avec 50%. Et les avionneurs s'engagent à ce que ce soit certifié à 100% à la fin de la décennie. Absolument. Donc ça devrait passer. Alors, ce qui n'est pas disponible, c'est les SAF eux-mêmes. Et c'est là où il faut aider les producteurs pour qu'ils produisent du SAF, qui aujourd'hui est très cher, et qu'une compagnie aérienne, surtout post-pandémie, avec des finances dont on sait tous qu'elles sont extrêmement mises à mal par la pandémie, clairement, il faut aider les compagnies à s'acheter des carburants qui sont plus chers que le kérosène, indubitablement. Et donc c'est là où les gouvernements peuvent être facilitateurs. Et surtout en évitant qu'il y ait des distorsions entre ceux qui n'auront pas besoin d'en acheter. Alors l'aéronautique est un business mondial. Air France, ses compétiteurs sur l'Atlantique, c'est des compagnies américaines. Donc il faut absolument que tout le monde soit à un même niveau de compétitivité sur les carburants. Je l'ai dit, c'est une grosse part des coûts des compagnies. Et donc, si l'un est taxé, l'autre n'est pas taxé, l'un peut acheter du SAF 2 ou 3 fois moins cher parce qu'il est subventionné d'un côté et il ne le serait pas, voire serait taxé, ce qui serait encore pire. De là, je pense que là, on n'ira pas jusque-là, mais ça peut faire des distorsions de concurrence qui sont absolument phénoménales. Donc, clairement, il faut une entente mondiale sur la taxonomie des carburants, qu'ils soient kérosène ou carburant vert. Et là, on a encore un peu de travail à faire, clairement. Le troisième levier, c'est ce qu'on peut faire pour optimiser les opérations. Un pilote, il dépose un plan de vol qui est en fait une route préautorisée. Cette route étant basée sur des balises électromagnétiques qui sont au sol depuis le milieu du XXe siècle et que personne n'utilise plus du tout aujourd'hui parce que tout le monde utilise le GPS, mais ces routes préautorisées, elles suivent ces balises et donc c'est loin d'être une ligne droite entre n'importe quel 2 aéroports que va rejoindre un avion. Et donc il faut abandonner tout ça et faire du point à point en suivant par le GPS et par tous nos systèmes de navigation, en Europe, bien entendu, Galileo, aux US, le GPS, et pouvoir optimiser les routes. De la même manière, aujourd'hui, nos descentes sont plutôt des marches d'escalier, plutôt que d'avoir des descentes uniformes et synchronisées avec tous les avions qui sont autour de nous.
Et ça, aujourd'hui, les systèmes à la fois ATM et ce qu'il y a dans l'avion peuvent parfaitement être connectés de manière à optimiser ces trajectoires et avoir des descentes qui soient très optimisées par rapport à l'ensemble des avions qui s'approchent d'un aéroport donné. Et du coup, sur la tour de contrôle, on peut gagner combien? Alors nous, on pense que globalement, sur l'ensemble des opérations, si on optimise à la fois les trajectoires et les procédures de montée et de descendre, on peut gagner 10%. C'est ce que tout le monde à peu près dit. C'est un peu plus sur des courts courriers. C'est un peu moins, bien entendu, sur un long courrier. Qui est déjà relativement optimisé. Qui est déjà relativement optimisé. Par contre, on pense, nous, qu'on peut aller plus loin, y compris sur les longs courriers, parce qu'il y a une chose aussi dont on ne tient absolument pas compte. On préautorise une route. Une route, c'est une trajectoire, une altitude. Il peut y avoir des vents porteurs à 30 000 pieds, d'avoir contraire à 36 000 pieds. On n'utilise absolument pas cette donnée en temps réel dans nos systèmes. Aujourd'hui, les systèmes des gestions de vol, ce qu'on appelle les FMS, Flight Management System, pourraient très bien prendre en compte en temps réel des données météo et faire des demandes à l'ATM, l'Air Traffic Management, pour dire ce serait bien plus optimisé si je volais à 30 000 pieds plutôt qu'à 35 000 et je gagnerais. Et là, on pense vraiment que même sur les longs courriers, on pourrait gagner beaucoup plus. Et puis enfin, vous savez que les avions forment des traînées de condensation, ce qu'en anglais on appelle des contrails, un condensation trail. Et là aussi, on commence assez bien à connaître les conditions atmosphériques qui aident à la formation des contrails. Et les éviter serait parfaitement possible en intégrant ces modèles-là dans les systèmes de FMS, de manière à éviter ces conditions et là aussi optimiser la trajectoire et l'altitude de manière à ne pas former ces contrails. Juste les contrails, ça n'émet pas de CO2. Par contre, ça participe au réchauffement de la planète puisque ça empêche les émissions le soir et le refroidissement la nuit de la planète. Oui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montrait qu'en modifiant la trajectoire de moins de 2% des avions, on réduisait des 3/4 l'effet réchauffant des contrails, donc assez colossal. Absolument, et d'autres études montrent qu'en équivalence CO2 qui procure le même réchauffement de la planète, c'est encore 10 à 15% des émissions mondiales de l'aéronautique, de l'aviation civile. Donc c'est un effet qui peut être très important. Voilà. Pour ça, il faut changer quand même assez profondément à la fois le travail des pilotes et le travail des contrôleurs. C'est pas des choses très faciles à faire et ça ne se décrète pas. C'est vraiment un travail conjoint entre les opérateurs de la navigation aérienne, en France la DSNA, et dans le monde des organismes équivalents, à travailler avec les avionneurs et puis des avioniciens comme nous et des fabricants d'ATM. En France, on a la chance d'avoir une société qui fait les deux, en l'occurrence Thales, donc clairement ça va nécessiter un travail conjoint qu'on initie d'ailleurs en ce moment dans le cadre du CORAC et du plan de relance aéronautique dont la première vague a quand même donné 1,5 milliard d'euros de recherche et de technologie à l'industrie aéronautique. Donc on commence ce travail dans ce cadre-là avec la DSNA, avec Airbus et bien sûr Thales. Okay. Du coup, la coordination tour de contrôle cockpit, c'est ce que j'avais vu quand j'étais venu dans vos locaux l'année dernière. Absolument. Il y avait à l'époque un modèle qui n'était pas encore visible, je n'ai pas pu le filmer, qui était justement l'intégration de ces facteurs météo. Est-ce que ça avance également? Si vous reveniez à Toulouse aujourd'hui... C'est une invitation? Absolument. Alors avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Effectivement, maintenant, on a des modèles en temps réel qu'on intègre. Alors en sachant qu'on partitionne, parce que quand on parle de connexion du système de FMS, on pense tout de suite cybersécurité, attaque de l'avion. Bon, d'abord, Thales est aussi un expert de cybersécurité et tous nos logiciels sont cybersécurisés. Et d'ailleurs, Gemalto nous a apporté beaucoup
là-dessus, par son intégration. Mais en plus, le système de flight management est partitionné. Vous avez une partie qui est la partie sécurisée, qui parle avec les flight control, qui sont là le cœur de la sécurité de l'avion, et puis toute une partie qui est ouverte, et dans lequel on peut intégrer des modèles météo qui recalculent des routes optimisées en fonction de ces modèles météo, qui les réinjectent dans la partie sécurisée, qui vont avoir une action sur le flight control, bien entendu, à travers le pilote automatique. Donc voilà comment ce que vous verriez à Toulouse si vous reveniez nous voir. Et puisqu'on travaille avec Airbus, là aussi dans le cadre du plan de relance, puisque c'est des choses qui sont envisagées et qui préparent alors quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le green, mais qui prépare aussi la réduction du travail des pilotes, voire le passage de 3 à 2 pilotes ou de 2 à 1 pilote sur les moyens courriers, même si ça, c'est plutôt de la décennie d'après. Okay. Voilà. Alors du coup, très clairement, si on cumule, on renouvelle les avions, on fait un contrôle aérien optimisé dans Connectic, etc., qu'on met du carburant alternatif durable, tout ça, c'est faisable très rapidement, on gagne au moins 15-20%. On gagne beaucoup plus que si ça. on ajoute... On gagne beaucoup plus de ça. Si on faisait ces 3 choses-là, on gagne au moins 50%. Mondial. Oui, au niveau mondial. Si on faisait ces 3 choses-là, opération, SAF et renouvellement de la flotte, même sans parler de 100%, mais ne serait-ce que les avions les plus vieux, on peut faire 50% dans la décennie dans laquelle on vit aujourd'hui, d'ici 2030. Non, en intégrant du coup le roulage électrique, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Quand on dit optimisation, oui, moi j'ai parlé que des opérations en vol. Après, il y a les opérations au sol. Ne pas avoir des réacteurs, les 2 ou 4, en fait, de plus en plus que 2 réacteurs qui fonctionnent au sol, d'avoir des véhicules électriques qui poussent les avions, voire, mais s'embarquent de la masse, d'avoir des moteurs électriques intégrés aux roues. Tout ça, ça procure aussi à aider l'aéronautique à se décarboner. Donc 50%, j'estime, est vraiment atteignable dans la décennie. C'est pas 25%, c'est plus que ça. Du coup, si on fait moins 50% d'ici 2030, c'est-à-dire que là, on est mieux que la croissance, oui. Beaucoup mieux que la croissance, là, parce que oui. on attend peut-être 10 milliards de passagers en 2050, donc là, clairement, on baisserait les émissions de CO2 hors compensation. Ensuite, en 2035, il y a l'hydrogène, l'électrique qui va être de plus en plus massif, a priori, parce que l'électrique commence par des petits modules de moins de 20 sièges maintenant. Par contre, quel est, de votre point de vue, parce qu'il y a aussi Thales électrique, vous avez plein de copains qui travaillent sur ça, absolument, la crédibilité de la capacité à mettre des batteries sur des avions qui font 150 sièges d'ici 15 ans? Non, alors là, ça par contre, non, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait, pour arriver à avoir un avion, même un ATR de 50 sièges ou 70 sièges, qui fonctionne avec des batteries, il faudrait que les batteries s'améliorent en densité de puissance d'un facteur 10. Il n'y a aucune technologie à l'horizon de 10 ans, disons, pour pouvoir faire voler un avion en 35. Il faut quand même derrière un temps de maturation. Il n'y a aucune technologie de batterie qui peut faire gagner un facteur 10 sur la densité de puissance d'une batterie. Donc les batteries et les moteurs électriques seront limités à des petits modules. Alors les petits modules, c'est quand même toute l'aviation générale, c'est les hélicos, sachant que ça passera probablement par une phase hybride, comme sur les voitures, et donc ce sera limité à des petits modules. Vous avez cité 20 places, ça semble être l'optimum de ce qu'on peut faire sans embarquer une masse qui serait indécollable, en fait. Donc c'est à peu près ça qu'on voit. Ceci étant, quand vous voyez les avions écoles qui font, quand on commence à piloter, qu'est-ce qu'on fait? Des tours de piste. On ne va pas à 50 km, on fait des tours de piste. Un avion électrique pour faire des tours de piste et toute l'école peut très bien se réaliser en 100% électrique à base de batterie. Et là, il y a déjà des avions, le Pipistrel pour ne citer que lui, peut être très, très indiqué pour ce genre d'usage. Il y a 200 autres projets dans le monde, je suppose que vous êtes impliqué sur un certain nombre. Absolument. Donc là-dessus, aviation électrique, oui, à 100%, limité
à des petits modules. Alors l'autre option du coup pour l'aviation électrique, c'est de faire une propulsion électrique avec une fourniture d'électricité qui ne viendrait pas de batterie, mais de pile à combustible. Et là, ça vous semble beaucoup plus crédible. Absolument. Et là, on peut monter beaucoup plus haut, puisque là, comme vous savez, l'hydrogène est léger. Ceci étant, il est aussi très volumique. Hein, il est 3000 fois moins dense que le kérosène, donc clairement, il faut le compresser pour qu'il rentre dans un volume pour avoir une énergie donnée, et donc il faut pouvoir embarquer donc, des réservoirs sous pression, ce qui n'est pas du tout inconcevable. On le fait sur des voitures aujourd'hui, pas couramment, mais on commence à le voir. On le fait clairement en Allemagne sur des bus. On pourrait très bien le faire sur des avions. Et puis ensuite, l'autre étape, passer un peu plus loin, passer l'hydrogène liquide, avec là un facteur qui est facile à retenir, avec un facteur 4. Il faut 4 fois plus de volume pour embarquer la même énergie sur un avion avec de l'hydrogène liquide qu'avec du kérosène standard. Donc c'est un ordre de grandeur qui est assez facile à retenir. Donc quand même, si on faisait un A350, il faudrait 4 fois plus de carburant. Là, ça devient compliqué. C'est pour ça que moi, je suis convaincue que même l'hydrogène n'ira pas jusqu'à faire un long courrier qui sait faire 10 000 nautiques, 8 000, 9 000 nautiques, qui est ce que à peu près sait faire un A350 ou un 787. Là, à mon avis, ce sera limité. Et c'est pour ça qu'il restera, selon moi, la partie très long courrier restera alimentée avec ce qui doit devenir 100% de SAF. Parce qu'il restera une partie de l'aéronautique jusqu'à temps qu'on trouve autre chose qui restera avec des carburants, type kérosène. Donc on a ce mix, très court courrier électrique, absolument, moyen courrier hydrogène, absolument, long courrier SAF. Exactement. Avec des drones taxis sur le cours également. Oui, et qui seront électriques. Oui. Qui seront électriques, qui rentreront dans cette catégorie. Et là, c'est pour ça que je trouve que le net zéro est parfaitement possible. Et on n'a même pas parlé de compensation. Quand on a dit ça, parce que, moi j'estime qu'il le faut au début, clairement, mais on doit pouvoir se passer de compensation, qui est quand même un pis-aller pas très satisfaisant du point de vue technique quand même. Il vaut mieux ne rien émettre du tout. Exactement, il vaut mieux rien émettre du tout que d'avoir à compenser des émissions. Donc je crois que notre quête, nous, industrie aéronautique, ça doit être le zéro émission. Okay. Alors du coup, tout ce que vous avez dit nécessite quand même une intégration de la totalité du secteur, absolument, voire même d'autres secteurs, l'agriculture, etc., l'énergie. L'agriculture, pour l'électricité propre. Exactement, pour l'électricité propre, ça va. Et c'est un des problèmes, hein. C'est un des problèmes. Ça va au-delà de l'écosystème aéronautique standard, où on se connaît bien entre les gens qui font des avions, les gens qui font des systèmes sur les avions, les compagnies aériennes, les aéroports. Ça, c'est l'écosystème qu'on connaît bien. On a peu de relations encore avec les industriels qui fournissent du carburant, ceux effectivement qui doivent nous fournir les déchets, qui permettraient de fournir du SAF bio à très court terme en fait, parce que là les technologies existent vraiment et c'est accessible à très court terme. Alors, on voit que l'écosystème du coup est en train de s'organiser. Je suppose que vous commencez quand même à savoir travailler avec vos différents homologues dans l'aéro. Par contre, on voit que il faut quand même travailler avec des gens avec lesquels on ne connaît pas bien. L'agriculture peut-être pour les SAF, également les énergéticiens pour fournir du carburant, d'hydrogène, d'électricité qui soit propre. Et comment on fait dans ce cas-là? Quand on voit les initiatives américaines, en fait, elles s'appuient absolument pas sur l'écosystème énergétique actuel aux US. L'écosystème américain est plutôt en train de pousser du start-up dans les biocarburants. Qui s'installent sur les aéroports. Qui s'installent sur les aéroports et en premier lieu d'ailleurs sur les FBO, Flight Base Operators, de toute l'aviation d'affaires. Pourquoi? Parce que effectivement ces gens-là peuvent s'offrir un carburant, on va dire, plus cher que le kéro standard, et tous les FBO aujourd'hui offrent aux gens qui atterrissent sur leur base soit des SAF, soit des carburants traditionnels. Et quand on voit l'initiative d'American Airlines qui finance en leur donnant un contrat avec un engagement d'achat de millions de galions
de SAF à une start-up Prometheus Fuel, dont personne n'a jamais entendu parler. Je trouve qu'on manque en Europe d'initiatives comme ça qui nous permettraient d'englober plus généralement l'écosystème énergétique avec lequel on a finalement peu de relations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font des contrats pour acheter et Oui. ne donnent pas simplement de l'argent pour essayer de développer Ah non, quelque chose. ils s'engagent à une consommation. Donc, une start-up a l'engagement d'un chiffre d'affaires, ce qui est quand même confortable pour une start-up quand on investit d'avoir un chiffre d'affaires. Et en plus, ils vont, comme vous le savez, être subventionnés en plus. Alors là, par l'État américain. Donc, clairement, c'est comme ça qu'ils vont développer l'écosystème. Et je trouve que c'est une bonne inspiration pour nous, Européens. Il faut qu'on s'inspire un petit peu d'eux pour ne pas être en retard dans quelques années. Absolument. Bon, ça Absolument. sera difficile. Ouais. Un dernier point, c'est parce que vous avez abordé le coup, de toute cette architecture. Il y a beaucoup d'ailleurs d'ONG, même certains politiques, qui plaident pour renchérir le voyage aérien, ce qui, de mon point de vue, vise à rendre l'avion inabordable et c'est une chasse aux pauvres. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme point de vue sur ça? Vous avez également abordé dans votre papier. Écoutez, moi j'estime que l'avion est devenu un moyen de transport absolument économique et d'accès quasi universel aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien que les pays qui ont la plus forte croissance sont des pays qui sont en voie de développement. Prenons l'exemple de l'Inde, qui a vraiment une croissance exponentielle. Alors, je parle pré-Covid, bien entendu, hein, parce qu'on a un besoin intrinsèque de voyager, de voir ses proches, et l'avion est utile à tellement de choses, y compris du point de vue humanitaire. Les dernières crises à Haïti, Kaboul, ont bien montré ça, que sans l'avion, on ne sait pas aider les gens. Donc, globalement, moi, j'estime que l'avion est un facteur de paix, d'échange entre les gens, et qu'il est indispensable à notre vie du XXIe siècle. Donc, plutôt que de voler moins, qui est un peu la tendance de nos pays européens, et ça reste limité à l'Europe, hein, il faut quand même bien se dire qu'on est un peu spécifique, on n'a pas du tout ces tendances en Amérique globalement, que ce soit le Sud ou le Nord, ou encore moins en Asie. L'avion est indispensable à notre XXIe siècle. Et je crois vraiment qu'on ferait plutôt d'encourager le mieux voler que le pas voler. Restreindre le vol est quelque part un coup de frein à cette magnifique industrie qui emploie des ingénieurs absolument géniaux, qui sont passionnés. Et je trouve que ce serait un très mauvais pari pour la France que de contribuer à ce mouvement-là. Et pour l'environnement, en l'occurrence, on serait moins efficace si on arrêtait d'investir en Europe, parce qu'on est quand même Absolument, leader. absolument. Comme on est leader, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Et donc, pour la planète, je crois qu'il vaut mieux l'encourager que de l'arrêter. Et bien, Yannick Cassois, ce sera le mot de la fin. Merci. Un grand merci, c'était vraiment un plaisir. Merci. Ravi.